Si L'Oreille cassée appartient au genre du détective, alors L'Île Noire appartient indéniablement au thriller, et plus précisément au thriller d'espionnage. Empruntant son décor et plusieurs de ses scènes au film de 39 Steps d'Alfred Hitchcock, cet album montre Tintin plus seul que jamais, et même les Dupont redeviennent des adversaires incapables de se séparer de leurs devoirs, tout comme ils sont incapables de se séparer d'eux-mêmes. Mais dorénavant, leurs clowneries sont maintenant si exagérées qu'elles leur permettent au moins de se séparer de l'intrigue principale pour vivre leurs propres aventures en parallèle à celles de Tintin. Police! Mettez le moteur en marche, nous vous réquisitionnons ainsi que votre véhicule! Mais je... Là, y a pas de mec qui tienne! Dites donc, c'est bientôt fini ces acrobaties, nous poursuivons des bandits! Je suis désolé, monsieur, mais je ne suis que mécanicien. C'est la première fois que je pilote. Si l'on se fie au livre qui m'a introduit au concept du parcours initiatique quand j'étais enfant, La prochaine étape du parcours de Tintin devrait être celle par laquelle il rencontre ceux qui seront ses alliés pour le reste de ses aventures. Mais Tintin n'est pas prêt à accueillir des alliés. Il n'est pas prêt à former un groupe parce qu'il n'est pas prêt à fonder une famille. Son créateur, Hergé, admet ne pas avoir reçu beaucoup d'affection de la part de ses parents, vivant à une époque où la fessée était bien plus commune que le moindre câlin. C'est certes sa mère qui lui transmit son amour pour le cinéma, mais elle sombra rapidement dans la dépression, puis dans la psychose, avant de mourir, internée. Dans l'univers d'Hergé, la mère est aussi inadéquate que le père est incapable d'affection. Et donc, pour éviter de se faire des alliés et de fonder une famille, Tintin ignore les mises en garde qu'on lui fait et se rend tout de suite à la prochaine étape de son parcours, celle qu'on appelle parfois la caverne et parfois le ventre de la bête. N'en déplaise à Tintin, descendre dans la caverne, c'est s'exposer à une confrontation symbolique avec ses parents, ou à tout de moins à une scène de ménage. En psychanalyse et en narration, la caverne est utilisée comme image pour traduire ce que le sujet réprime. Et si Freud associe cette caverne au ventre maternel duquel le sujet doit lui-même trouver la sortie pour renaître, il est aussi connu pour avoir décrit la sexualité féminine comme un continent noir. C'est donc dire que Tintin fonce tout droit vers une confrontation symbolique avec ses parents. Si ce n'était pas déjà suffisant, Hergé va jusqu'à donner à cette caverne la forme d'un château, et dans son livre sur le roman gothique anglais, Maurice Lévy décrit également le château comme un symbole féminin dont on sort avec difficulté et angoisse en empruntant un réseau compliqué de boyaux souterrains dont les méandres contournés s'enfoncent dans les entrailles de la terre. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Lévy ajoute que descendre dans les souterrains du château, c'est descendre en nous-mêmes jusque dans les sites profonds de notre vie intime. Or, ce n'est pas que Tintin qui tente de naître à travers le labyrinthe de donjons qu'on trouve sous le château de Benmore. En effet, dans ce décor rempli d'ossements, de falaises, de brouillards et de ruines, le spectre d'une figure paternelle qui essaie de faire son entrée dans la vie de Tintin hante cet album riche en références à l'univers marin et au whisky Loch Lomond. Whisky? Tout comme la répression des sentiments du docteur Morbius dans Forbidden Planet fait surgir le monstre de l'Ide, le refus de Tintin de laisser naître cette figure paternelle fait surgir un monstre hyper masculin, j'ai nommé le très chauve Dr Muller. Avouez que vous êtes surpris. Ok. En vérité, Muller est le directeur d'un hôpital psychiatrique qui se sert de ses privilèges pour interner des gens qui ne sont pas malades, ce qui fait certainement de lui l'un des méchants les plus importants des aventures de Tintin, puisqu'à travers ce personnage, Hergé semble s'en prendre à ceux qui ont interné sa mère. Je vais vous faire amener un jeune garçon. Le docteur Muller est également inspiré du docteur Moreau, ce méchant de H.G. Wells qui crie sur son île des bêtes qui ne devraient pas exister. How does the cell become enslaved to a form, to a destiny it can never change? Can we change that destiny? Should we? This is why, in stories, the island is the laboratory of man, a solitary paradise or hell, the place where a special world can be built and where new forms of living can be created and tested. But your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Or, l'île Noire n'est pas un laboratoire où l'on crée des monstres. C'est tout simplement le repère de faux monnayeurs qui utilisent un monstre pour repousser les curieux. You see, there's a dragon. What? Native superstition. Started by Dr. No, probably. Alors que Milou accusait Tintin de se prendre pour Sherlock Holmes dans l'album précédent, voilà que le reporter est en train de mener une enquête qui rappelle à la fois The Hound of the Baskervilles et la nouvelle par laquelle on considère qu'est né le genre du détective, Double assassinat dans la rue Morgue. En effet, si pendant la création de l'album, l'Écosse venait tout juste d'être secouée par la soi-disant photographie de son plus célèbre monstre, ce n'est pourtant pas Nessie qu'Hergé choisit pour remplacer le chien des Baskerville et l'orang-outan de la rue Morgue, mais plutôt celui auquel le cinéma tant apprécié par sa mère venait de donner naissance, c'est-à-dire
King Kong. What do they got in there, King Kong? Comme Kong et comme le marin alcoolique qui se prépare à entrer dans la vie de Tintin, Ranko est un monstre hyper masculin car il possède de manière exacerbée les caractéristiques traditionnellement associées à la masculinité. Il est imposant, bruyant et colérique, ce qui fait en quelque sorte de lui la figure paternelle la plus punitive des aventures de Tintin, le symbole parfait des hommes incapables de manifester la moindre affection envers leurs enfants, comme le père d'Hergé. Or, Ranko appartient à Ronzoff et Muller, qu'Hergé accuse indirectement de vouloir contrôler sa mère, et donc les femmes. Et justement, ceux-ci perdront leur emprise toxique sur Ranko alors qu'ils se trouvent sur le continent noir de la sexualité féminine et de la maternité. C'est aussi ce qui arrive à John Hammond, un Écossais qui joue au Dr Moreau sur une île qu'il a peuplée de dinosaures femelles. There's no unauthorized breeding in Jurassic Park. And how do you know they can't breed? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. Dans Jurassic Park, celui qui est incapable de manifester la moindre affection pour les enfants, c'est Alan Grant. If you wanted to scare the kid, you could have pulled a gun on him, you know. Yeah, I know. Kids. Comme le dit Truby, The Island is the classic setting for showing the workings of evolution. When you gotta go, you gotta go. Et sur Isla Nublar, il n'y a pas que les dinosaures qui seront capables d'évoluer. Keep absolutely still. This vision's based on movement. En effet, Alan Grant est confronté à la réalité que les femmes de son époque ont prouvé être capables des mêmes accomplissements que l'homme. It ought to be me really going. Why? Well, I'm and you're Look. Il est donc temps pour les hommes d'évoluer eux aussi s'ils ne veulent pas s'éteindre comme les dinosaures. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Autrement dit, il est temps pour les hommes d'être capables de manifester de l'affection, de la compassion et du support. But that's not what I'm gonna do. À la fin du film, les pélicans, symbolisant les dinosaures qui ont réussi à échapper à l'extinction, reflètent l'évolution d'Alan Grant lui-même, car celui-ci vient d'apprendre qu'il est possible pour les hommes de redéfinir la masculinité et la paternité. Guess we'll just have to evolve too. De la même manière que le père d'Hergé a exprimé sa paternité archaïque par la fessée, celui de Spielberg semble l'avoir exprimé par un manque d'affection qu'on retrouve un peu partout dans sa filmographie. Everybody just shut up! I'm sorry. And leave me alone for one moment more. Get him out of here, will you? I'm on the phone call of my life. Mais il en est un qui est plus masculin que les autres, plus écossais que les autres, et qui est lui aussi enfermé dans un château. Junior? En prenant Sean Connery pour jouer le père d'Indiana Jones, Spielberg n'a pas seulement fait de son archéologue aventurier le fils spirituel de James Bond, mais celui de toute une génération pour laquelle les propos qu'il a tenus dans son entrevue de 1987 n'avaient rien de surprenant. En effet, si Sean Connery a pu dire de telles choses à la télévision, ce n'est malheureusement pas parce qu'il était la seule pomme pourrie dans une forêt autrement en santé. Là, ici, c'est pas le mentir. Je ne peux pas le montrer. Enfin, vous êtes un homme, oui ou non? Oh, quelle question, Suzy? Je veux dire, êtes-vous viril? Ce qui est troublant, c'est que si Sean Connery avait tenu exactement les mêmes propos envers les enfants plutôt que les femmes, il aurait sans doute meilleure réputation aujourd'hui. En effet, s'il nous apparaît maintenant évident, et il aurait toujours dû en être ainsi, que la violence envers les femmes est inacceptable, pour ne pas dire la violence tout court, celle envers les enfants est toujours autorisée, partiellement autorisée ou très récemment interdite dans de nombreux pays. De son côté, Spielberg ne nous dit pas avoir reçu la fessée sur une base régulière, mais le manque d'affection qu'il a ressenti de son père l'amène à chercher une réconciliation avec le personnage qu'il fait jouer par Sean Connery. C'est peut-être aussi le cas d'Hergé en ce qui concerne le personnage que Ranko annonce, car le gorille se découvre un côté plus tendre au contact de Milou, et cette rencontre n'est pas sans rappeler celle de Kong avec Anne Darrow. Dans le remake de Peter Jackson en 2005, Kong fut interprété par Andy Serkis, qui jouait également le rôle du marin Lumpy. This ship had run aground on an island way west of Sumatra. An island hidden in fog. On a castaway, he spoke of a creature, neither beast nor man. Est-ce qu'en faisant un lien entre Kong et Lumpy, Jackson faisait écho au lien qui existe entre Ranko et Haddock? Peut-être. I wouldn't be so sure of that. Ce qui est sûr, c'est que c'est à Andy Serkis que Spielberg et Jackson ont donné le rôle du capitaine Haddock dans leur adaptation de Tintin. Par ailleurs, l'étape de la caverne ou du ventre de la bête dans King Kong
a lieu au creux d'une fosse où Lumpy se fait avaler par une créature rappelant un attribut masculin non négligeable, tandis que Jimmy perd sa figure paternelle. Et si vous ne le saviez pas déjà, Jimmy est interprété par Jamie Bell, l'acteur qui allait jouer le rôle de Tintin. Ce ne sont bien sûr que des coïncidences, mais ce qui n'est peut-être pas une coïncidence, c'est que lorsque Hitchcock réalisa North by Northwest en reprenant plusieurs éléments de 39 Steps, il y a ajouté une scène devenue très célèbre qui ne se trouvait pourtant nulle part dans le premier film. Pour en revenir à Tintin lui-même, certains tintanophiles trouvent que les réécritures de l'île Noire l'ont rendu trop sérieux et par conséquent ennuyeux. Mais de mon côté, j'aime ce nouveau Tintin. Cela invite l'introduction de personnages plus colorés dans son entourage et démontre, comme les pélicans à la fin de Jurassic Park, sa capacité à grandir. Et qui sait, peut-être est-il lui-même prêt à devenir un pélican.